Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. La première partie, on va parler du coup de ce qui se passe autour de Gérard Depardieu, de ce dont on a déjà parlé par le passé. Parce qu'il y a des nouvelles choses, vous le savez bien évidemment, vous les avez vues passer, ces choses-là. Et dans la deuxième partie de la vidéo, alors les gens vont appeler ça du drama, c'est pas du drama, vraiment, j'ai besoin de vous parler en fait, voilà. J'ai besoin de me confier à vous, parce que c'est compliqué ce que je vis en ce moment. J'ai besoin de me confier à vous, c'est une vraie confession. J'ai besoin de me confier à vous, j'ai besoin de vous partager des choses pour que vous compreniez un petit peu, peut-être un peu mieux, avec un tableau plus global, ce que je traverse en ce moment. Voilà. On m'a offert ça récemment, la personne qui m'a offert ça, merci beaucoup. Il y a du coup Yann Moix. Yann Moix, un grand réalisateur du film, comment s'appelait ce film avec Franck Dubosc, Cinéman. C'était pas terrible. Le film sur Claude François était très sympa avec Poulvord par contre. Bon, je sais pas si Poulvord peut faire un mauvais truc dans sa vie de toute façon. Bon, aussi, il en est largement capable. Il décide de faire un documentaire sur Gérard Depardieu qui va en Corée du Nord parce que, après tout, pourquoi pas. Et en plus, après tout, pourquoi pas. Pour le coup, après tout, pourquoi pas. Et puis, il se trouve que parmi toutes les images qu'il a capturées, il y a des images absolument honteuses qui sont sorties. Vous ne les avez peut-être pas vues. On commence par ça. Donc voilà, une petite compilation de 2 minutes et quelques, où Gérard Depardieu tient les propos suivants. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais... Alors déjà c'est « Hey mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente » qu'il faut dire. Allez, voilà Gérard. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Cette partie-là, elle est graveleuse, elle met la personne mal à l'aise. Je suis d'accord, c'est pas grave, c'est pas une agression sexuelle, c'est pas du viol. Mais bon, voilà, là, c'est juste complètement déplacé. Ça pourrait être considéré comme une forme de harcèlement sexuel. Je pense que s'il y a une plainte là-dessus, c'est pas impossible avec les images que ce soit retenu comme tel. Donc c'est quand même un délit. Hein. Ça pourrait potentiellement être un délit. Sa petite chatte. Bon, ça par contre, bref. Là, on est dans de l'injure à caractère sexiste. On est à frontière totale du harcèlement sexuel. Ça va pas. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça... Ah merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes. Ça. Alors déjà, bon voilà, il y a la comparaison entre le mot en S et les femmes qui aiment se donner du plaisir. Ok, on appréciera que ça se soit sorti en 2023. Et puis, à l'évidence, non, les femmes, elles vont pas faire du cheval parce qu'elles ont besoin de se donner des orgasmes. C'est complètement ridicule. On va lire un tweet après, une réponse à ça que j'ai choisi parce que c'est un conte qui est pas très connu, que moi j'aime bien. Donc ça me permet de vous présenter un conte que j'aime bien d'une écrivaine, que je trouve très chouette. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Voilà, donc là, on est évidemment dans ce qui est absolument inentendable. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Oh là là, ça fait du bien tout ça avec le grognement de cochon en regardant son entrejambe. La sexualisation d'une gamine de 10 ans, mais ma parole, enfin je veux dire, c'est dramatique. Hein. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Oui, c'est vrai, les femmes qui aiment le cheval, parfois elles aiment la littérature, parfois elles aiment les séries, etc. Oui, je sais très bien ce qu'il est en train de sous-entendre. Un peu plus tard, le comédien se pèse. 124. 124, chérie. Attends, et là, je suis pas en érection. Voilà, encore ces réflexions, on est vraiment dans du harcèlement sexuel parce que c'est répété, vous voyez, là ça, c'est caractérisé. En plus de ça, petit débunkage scientifique, non, hein, quand vous avez une érection, les garçons, c'est du sang qui vient de votre propre corps, vous ne prenez pas du poids à ce moment-là, c'est quand même vraiment répugnant, quoi. C'est répugnant. En érection, 126. Une fois de plus, Avec la main sur l'épaule, merci beaucoup, le contact complètement non consenti. son interprète est coincé. Obligé Bon, vous savez quoi, ça suffit.
suffit, j'en ai marre de voir ce truc-là en boucle. Donc, il y avait d'autres choses après, évidemment, le truc de la poutre, etc. Voici Jo Riley Black, autrice et correctrice diplômée. Elle est très chouette, d'accord ? Elle écrit des romans pour ados. J'espère qu'elle m'en voudra pas de dire ça, mais c'est un peu comme ça que je le décris. Et elle dit, d'après Depardieu, les femmes qui montent à cheval sont de grosses. Parce que si on monte, c'est qu'on aime se frotter à notre selle pour jouir en tant que cavalière. Je peux vous assurer que 1, ça n'arrive jamais, et 2, que c'est un violeur. Bref, donc vous avez la confirmation d'une cavalière qui vous dit que c'est complètement faux. Quelqu'un lui demande s'il a des comptes à rendre, et elle ressort une interview dont je vous avais déjà parlé quand on avait fait la vidéo à propos de Charlotte Arnoux il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, l'une des premières vidéos de la chaîne, Depardieu qui avait dit... J'ai eu plein de viols, trop pour les compter, il n'y avait rien de mal à ça, les filles voulaient être violées, affirme l'acteur dans un entretien, avant d'ajouter, enfin ça n'existe pas vraiment les viols, c'est juste l'histoire d'une fille qui se met dans une situation dans laquelle elle veut être. La violence n'est pas commise par ceux qui agissent, mais par les victimes, celles qui permettent que cela arrive. Bon, on est dans des propos qui sont évidemment absolument honteux, qui sont des propos qu'il a tenus, qui sont des propos qu'il a tenus il y a une vingtaine d'années, je crois. Des propos absolument répugnants. Vraiment absolument répugnants. Et du coup... la question qu'on pourrait se poser, elle est quand même assez simple. C'est, pourquoi il a encore défendu là, Gérard Depardieu ? Donc il a 2 plaintes. Hein. Il y a Endara, c'est Charlotte Arnoux. Celle de Charlotte Arnoux, c'est la première à avoir porté plainte. C'était il y a 2 ans, je crois. J'avais été en contact avec elle très vite. C'est une héroïne. C'est une héroïne d'avoir osé porter plainte et d'avoir révélé le nom de son agresseur Gérard Depardieu l'année d'après. Elle était vraiment seule contre toutes. Elle a été traînée dans la boue. Elle a été lynchée. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même l'opinion publique qui se retourne contre Gérard Depardieu parce qu'il tient des propos absolument graveleux. Mais comment se fait-il que l'opinion publique n'ait pas soutenu une jeune femme qui vous dit qu'elle a été violée en fait par un homme ? Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas écoutée ? Pourquoi vous les écoutez pas en fait les femmes ? Pourquoi quand on vous met des images de propos qui sont des propos scandaleux bien évidemment, là vous êtes prêts à tout cancel, mais quand c'est une femme qui dit avoir été violée, là c'est ouais, quand même, hein, vous savez machin, hein, pour voilà, on sait jamais, c'est peut-être pour la célébrité machin. Maintenant, j'aimerais vous demander quelle est la différence entre les propos de Gérard Depardieu qu'on vient de lire et ça. Je vais vous expliquer un truc sur le viol. Voilà. Docteur Papacito va faire un cours de sexualité. En fait, les violeurs, ils font ce qu'ils font parce qu'ils ont la capacité physique de contraindre une femme. Quand tu es une espèce d'écureuil, mi-raton laveur, mi-métalleux, mi-gauchiste, mi-communiste, mi-syndicaliste des années 60, en fait, tu n'as absolument aucune puissance de frappe. Donc tu peux pas faire des viols à l'italienne où tu arrives et tu fais « ragazza » et tu la tournes et tout, et tu lui parles et tu parles italien, tu la cartonnes, il faut du charisme pour ça. Et en fait, à la fin, elle est contente parce qu'elle se dit « bon, finalement, Gino, il a fait son travail, tu vois ce que je veux dire. Elle voit l'Empire romain, quand elle te voit, elle voit quel empire en fait. Quand elle te voit, elle voit le chômage, elle voit les fins de mois difficiles, elle voit les tasses avec du dépôt au fond. Tu vois, elle voit les verres avec du calcaire, elle voit ça. Oui, c'est quoi la différence en fait entre les propos de Depardieu et les propos de Papacito sur le viol ? Quelle différence vous faites ? Sur finalement, c'est un peu les femmes qui sont responsables de ça, et puis en fait, finalement, vous voyez, elles apprécient ça, c'est elles qui viennent le chercher. Bref. Charlotte Arnoux, donc c'est la première à avoir accusé Gérard Depardieu. T'es une héroïne, Charlotte, félicitations. On en avait beaucoup parlé dans une des toutes premières vidéos de la chaîne. Elle raconte les traumatismes sur sa vie, c'est très dur à lire, c'est une personne que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, elle est une personne qui est incroyable, elle est lumineuse, et voilà, c'est très très triste, moi je vous confirme l'intégralité de ses propos, tout ce qu'elle vous dit sur les conséquences que ça a sur sa vie est vrai, tout ce que je vous dis est vrai. Il y a une autre femme qui a porté plainte contre Gérard Depardieu. Ici, Hélène Darra, malheureusement, les faits a priori sont prescrits. Alors, il est tout à fait possible que dans certaines circonstances, le délai de prescription soit allongé, mais je ne sais même pas si, avec ce potentiel allongement, les faits ne seraient pas prescrits. Donc, vous voyez, une deuxième femme qui a pris la parole, là, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 3 jours, je crois, 2 ou 3 jours, qui est effectivement très courageuse. Charlotte se sent moins seule, elle se sent un peu plus crue. Puis avec la sortie du reportage, je pense qu'aussi, les gens se font un portrait, en fait, de Depardieu, qui, alors maintenant, vous pouvez plus vous cacher, quoi. Et puis, n'oublions pas quand même que on avait quand même appris qu'il y avait 13 femmes qui avaient accusé Gérard Depardieu de violence sexuelle dans Mediapart. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait depuis un moment. Non seulement on le sait, mais la plainte de Charlotte Arnoux, elle avait été même confirmée à demi-mot par pas mal de personnes dans le cinéma français. Ça a été confirmé à pas mal à demi-mot avec les gens qui disaient « Oui, bon, d'accord, on disait aux jeunes actrices quand même qu'il fallait qu'elles fassent attention. » On leur disait, hein, mais bon, voilà, c'était un peu... c'était un peu du folklore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il trouve un soutien, j'allais dire inattendu, mais non, malheureusement, par Véronique Jeunesse, qui était... Véronique Jeunesse, vous ne savez peut-être pas forcément qui c'est, si vous êtes plus jeune que moi, mais c'était une actrice qui était très en vogue dans les années
80-90. C'était l'héroïne d'une série policière qui s'appelle Julie Lescaut, que je connais pas trop d'ailleurs, qui était tournée pas trop loin de chez moi d'ailleurs. Je crois que c'était tourné à Vanves. Pourquoi est-ce que vous voulez détruire Depardieu ? La provocation n'est-il pas son mode de fonctionnement depuis toujours ? N'est-ce pas pourquoi il est aimé du public ? Et là, elle parle justement de rôle au cinéma, d'accord ? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, du coup, c'est quand même étrange qu'elle ne fasse pas la différence entre la représentation d'un rôle à l'écran. Moi, je vais vous donner un exemple qui est très drôle. L'acteur qui incarne Joffrey Baratheon dans Game of Thrones et qui joue du coup King Joffrey, qui est vraiment un personnage, l'un des antagonistes principaux de la première partie de la série, recevait des menaces de mort dans la vie de tous les jours. Les gens ils jouent un personnage quoi. C'est-à-dire qu'en fait il peut être incroyablement charmant. J'ai vraiment besoin de dire ça. Enfin, c'est une telle la palissade, mais vous pouvez être absolument charmant dans la vie, interpréter des salauds au cinéma, et vous pouvez être un salaud dans la vie, interpréter des personnages gentils. Donc, effectivement, il y a eu des personnages provocateurs, et peut-être qu'on a besoin de personnages provocateurs à l'écran. Moi, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Peut-être qu'on a besoin d'être parfois dérangé dans nos convictions, etc. Antoine Goya pourrait en parler, j'imagine. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de représenter des salauds, hein. Absolument pas, hein, par rapport à ça. Mais en fait, là, on voit bien que c'est dans la vie de tous les jours, hein, qui sexualise une gamine de 10 ans. La grossièreté ou la trivialité sont-elles devenues hors la loi ? Alors, je pense que oui. Je pense qu'il y a des propos qui sont effectivement hors la loi dans ce qu'il a tenu potentiellement. La justice décidera s'il est coupable ou non de ce qu'on l'accuse. Mais de grâce, pourquoi cet acharnement ? Des mots ne prouvent pas un passage à l'acte, surtout pour un acteur qui a fait de sa démesure son talent. Mais quel rapport entre son talent et le fait que potentiellement il ait pu commettre des crimes sur le côté ? Je vois pas le rapport, Véronique. C'est catastrophique, c'est désastreux ça. C'est désastreux. Elle tourne un peu mal, malheureusement, elle tient des propos anti-science assez graves. Et là, c'est un peu le summum. Donc là, on a Yann Moix. Donc, je préfère quand même vous dire dès le départ, j'ai une aversion pour ce personnage, j'ai une aversion pour Yann Moix, profonde. Hein, j'ai une aversion pour ses textes. Hein, j'avais lu Prix Renaudot, qu'il écrivait sur ses rapports familiaux, que j'ai absolument détesté. C'est le seul que j'ai lu, mais c'est bien assez. J'en ai eu pour 600 pages, ça m'a fait un temps fou. Je n'aime pas du tout le personnage. Je déteste ses propos misogynes sur le fait qu'il pourrait coucher qu'avec des jeunes filles adoptives pour avoir le pouvoir par rapport aux parents adoptifs, sur le fait qu'il puisse pas coucher avec des filles de plus de 50 ans, qu'il est excité par... Excusez-moi, je déteste ce type-là. Et donc, il est tout à fait possible que l'interprétation que je fasse des propos que vous entendez là soit aussi un petit peu teintée de cette absence absolue de neutralité. Je ne prétends absolument pas d'ailleurs être neutre quand je vous parle, mais là, je le reconnais plus que d'habitude. Et donc, voilà ce que Yann Moix dit de ces images qui sortent. Que j'ai considéré que les propos qui étaient tenus ici sont insupportables et surtout qu'ils n'étaient pas fidèles aux journées que je passais avec Gérard. Donc, Yann Moix va filmer son personnage dans la vie de tous les jours, Gérard Depardieu. Et il récupère des images. Et puis il vous dit, j'ai estimé que ces images étaient insupportables. On va pas faire de procès d'intention. Ce serait très malhonnête de ma part et j'aime pas quand on me le fait. Mais j'ai du mal à croire. J'ai du mal à le croire sans parole. Parce que tu les effaces. Je veux dire, tu effaces ces trucs-là. Dans ce cas-là, tu penses que c'est insupportable. Et puis, t'interviens. C'est ce que je veux dire. Alors évidemment, je comprends la démarche cinématographique. Un petit peu autour d'un truc comme dans The Office, où le réalisateur essaie de s'effacer derrière sa caméra pour que Gérard Depardieu ne sente qu'il n'y ait plus de caméra et soit lui-même. Vraisemblablement, ça a marché. On te félicite pas, Yann. Et surtout, si réellement tu étais scandalisé, tu supprimerais ces extraits. Parce que c'est des extraits dangereux, problématiques. Et j'imagine qu'il a filmé Depardieu parce qu'il avait une forme d'admiration pour lui. C'est probablement quelqu'un qui l'apprécie. Donc si tu réalisais que c'était propos problématiques, tu ne le mets pas dans la sauce, tu les supprimes, j'ai du mal à croire ça, vraiment du mal. Pardieu. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend là, représentaient 1 ou 2% de la texture d'une journée. Très bien. Donc ça, l'argument que je vais vous donner, il n'est pas de moi, il est d'Anthony sur Twitter. J'ai oublié le nom de son compte exact, mais Anthony va se reconnaître. Ce qu'on a vu là, sexualiser des gamines de 10 ans, toucher des femmes, faire des réflexions graveleuses en permanence, j'ai failli faire tomber un de mes tableaux, c'est 1 à 2% de sa journée. J'aimerais quand même préciser que Landru, son travail d'assassinat de femmes, c'était 0,001% de sa vie. Hein. Le reste du temps, il ne tuait pas des femmes. Hein. Mais Yann, enfin, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Mais encore heureux que c'est pas tous les jours H24. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument ? C'était que 1 ou 2%, d'accord, hein, le blague sur le fait que les gamines de 10 ans se frottent le clitoris sur la selle d'un cheval. Ouais, non mais ça c'est 1 ou 2%, hein, ça va. Alors Yann. Le reste du temps, on allait visiter des industries, des usines, des champs, on allait rencontrer des agriculteurs, on parlait à des militaires. Mais quel enfer. Ouais, bon d'accord, hein, j'ai été accusé, j'ai été accusé d'avoir agressé un musulman, d'accord. Mais bon, le reste du temps, je suis allé visiter une mosquée, je suis allé manger des pâtisseries algériennes, manger cornes de gazelle, bon voilà. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ?
qu'est-ce qu'il raconte? Le problème n'est pas sur les 99 ou 98% restants, le problème est justement sur ces 1 ou 2%, petit Yann. On allait dans des hôpitaux et je n'ai pas vu, à part les moments où il se lâche complètement, Gérard, le matin et le soir, j'ai rarement vu Gérard aussi attentif aux autres qu'en Corée du Nord. Oui, d'accord. Mais ça change rien à ce qu'on a entendu, Yann. Vous voyez, en fait, il le réhabilite, il essaie de le réhabiliter. Et c'est un film dont je regrette qu'on m'ait volé les images. Voilà, donc là, il part sur autre chose. Argument que je n'entends pas, vous irez le voir en entier, qu'on m'accuse pas quand même d'être malhonnête et de couper les passages, mais grosso modo, il dit, ces images, elles m'appartiennent, on est dans un système en France, quand on réalise un film qui n'est pas un système américain, où a priori le film appartient d'abord à son auteur avant d'appartenir à son producteur, et ils m'ont un peu volé les images, mais il dit après, par contre, s'il m'avait demandé d'utiliser les images, il n'y a absolument aucun souci, je les aurais envoyées, j'ai du mal à croire en cette indignation. Je vous parle pas de Gérard Depardieu juste parce que ce truc est glauque et pour remettre une pièce dans la machine. Je vous en parle parce que l'indignation qu'il y a autour de ce personnage-là actuellement, qui à mon avis est parfaitement justifiée, est une indignation qu'on aurait dû aussi collectivement avoir sur le témoignage de Charlotte et des 13 femmes dans Mediapart en fait. Mais encore une fois, on a la preuve que la parole des femmes, elle a pas beaucoup de poids quoi, dans ce monde. Elle a vraiment pas beaucoup de poids. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de se dire que Charlotte, elle a été traînée dans la boue pendant 1 an et demi, que ça a participé à une partie des difficultés qu'elle raconte dans l'article. Je vous la mettrai même pas en description d'ailleurs, par pudeur. C'est quelqu'un que j'aime bien en plus. Et donc voilà, c'est la chute des idoles sous vos yeux et c'est une très bonne chose. Allez, je vous lance la deuxième partie que j'ai en tête depuis le début. Mon propos était peut-être un petit peu plus déconstruit que d'habitude dans la première partie de la vidéo, mais j'ai trop besoin de vous en parler. Je vous lance ça. Allez, c'est la deuxième partie de la vidéo, donc voilà, c'est pas particulièrement loin de là un passage drama, parce que c'est pas du tout ce dont il est question, plutôt un moment de confession, un moment où j'ai besoin de communiquer un peu avec vous, quoi, de vous parler. Pour faire un point vraiment beaucoup plus général sur ce qui m'arrive, pas du tout pour reparler des cas particuliers, mais peut-être aussi pour vous aider à comprendre en fait pourquoi, l'impact que la situation a sur ma vie personnelle, et pour vous aider à comprendre l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Actuellement, vous en êtes aperçu, il y a des personnes qui veulent me faire tomber. Voilà, des personnes qui veulent me voir disparaître et des personnes qui veulent me faire du mal et qui se donnent tous les moyens pour me faire du mal. Et en fait, pour s'y prendre, et ça va être évidemment assez simple à démontrer, au tribunal, j'entends, ils s'y prennent vraiment complètement dans le mauvais sens, et on va pouvoir le prouver, ils s'y prennent avec malveillance. Si, je ne sais pas, vous regardez mes vidéos, vous appréciez et un jour vous êtes contacté par une personne qui vous dit, voilà, je suis, je sais pas, une victime du Foilier qui m'aurait, je sais pas, insulté, qui m'aurait fait des propositions indécentes, j'en sais, qui m'aurait agressé, etc. Vous seriez complètement dans votre droit de dire, bon bah voilà, j'aimerais discuter, on commence à avoir des trucs assez concrets sur le Foilier qui nous inquiètent et on a besoin d'en parler. Et à ça, moi j'aurais pas grand chose à dire, vous voyez ce que je veux dire, à part être un adulte, reconnaître les torts qu'on me fait, etc. Et puis basta. Le problème, c'est que l'image qu'ils ont de moi n'est pas du tout l'image de la réalité. Moi, je suis pas une personne problématique dans la vie de tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai jamais été considéré comme tel par qui que ce soit. J'ai jamais agressé une femme verbalement. J'ai jamais évidemment agressé une femme sexuellement. Dieu merci. J'ai jamais, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai jamais envoyé de photos coquines sans le consentement, sans que ce soit une partenaire avec qui, je sais pas, le consentement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai jamais été ce type de personne. J'ai jamais été, je sais pas, la seule plainte que j'ai sur le dos, c'est la plainte de Stéphane Edouard parce que j'ai tenu des propos qu'il estimait être des injures et ce sera jugé là dans pas très longtemps. Donc, s'ils avaient des éléments comme ça et qu'ils les présentaient, je pourrais comprendre. Mais c'est pas du tout ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est tout l'inverse. Ce qui se passe, c'est que en fait, ils ont décidé de se faire le Foilier. Et donc, pour se faire le Foilier, il faut des trucs. Et ils ont cherché. Alors, je vous garantis qu'ils ont cherché. Et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous avez actuellement, donc Mélissa qui a publié le témoignage sur moi.
Je pense que Mélissa n'a pas du tout envie que je présente les faits tels que moi je m'en souviens, que je présente les différents points de vue de cette histoire. Je pense qu'elle n'en a pas envie, je pense que je ne le ferai pas. Mais grosso modo, son témoignage sur moi, il dit quoi ? Son témoignage, c'est le témoignage d'une personne déçue qui pensait qu'on était amis. Alors, je vous rappelle qu'on ne s'était jamais rencontrés, on avait beaucoup échangé à l'écrit, on avait dû s'appeler 3 ou 4 fois, je pense. Qui, à un moment donné, a subi des événements qu'elle a vécu comme étant du harcèlement de la part d'une femme, dont elle parle dans son document, une militante belge. Et ce jour-là, donc à l'époque, moi je travaillais dans une autre structure, je travaillais de 8h30 à 21h30, c'était des horaires un petit peu difficiles. Et je rentre le soir chez moi, il devait être 22h15, 22h30, un truc comme ça. Et tout le monde me dit Mélissa, ça va pas, Mélissa, ça va pas. Et je vais voir sur Instagram, elle avait publié, je sais pas, 300-400 peut-être stories Instagram. J'avais pas la force de le regarder, c'était des stories un peu malaisantes, pour ne rien vous cacher, et j'y ai pas répondu. Voilà. Et le lendemain, elle a publié 150-200 stories d'affilée sur moi sur Instagram. Pour expliquer que j'étais un faux cul, pour expliquer que je l'avais pas soutenu alors qu'elle m'avait soutenu. Et je tiens à préciser à ce stade de la vidéo qu'effectivement, Mélissa, moi j'étais déjà très attaqué par certaines radfemmes. Simplement parce que j'étais un homme, il y avait rien contre moi, mais j'étais déjà attaqué à ce moment-là. Et Mélissa, qui était aussi radfemme à ce moment-là, m'a soutenu. Vraiment, j'ai 2-3 exemples en tête qui me reviennent, et je le reconnais. Et donc elle avait attendu la même chose de ma part, sauf que le lendemain, j'ai les mêmes horaires de travail, je rentre, je vois plus de 150-200 stories, je sais plus sur moi d'affilée, je me rappelle même plus du chiffre tellement c'est aberrant. J'écoute à peine. Parce que c'est des stories très malaisantes, vraiment, c'était coucou copain. Alors mon copain, qu'est-ce que tu crois ? Je vais te détruire ? Je vais t'anéantir ? T'auras plus rien ? Tout le monde verra que t'es un hypocrite. Vous voyez, c'était que des trucs comme ça qui s'enchaînent. On se dit bon, ok, bref. Ensuite, quand je pensais que ça allait un petit peu mieux, effectivement, je lui ai écrit, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux témoigner éventuellement ? Est-ce que tu veux qu'on essaye d'arranger les choses ? Et elle m'a renvoyé je ne sais pas combien de vocaux, j'ai encore ces vocaux. Hein. Elle m'a envoyé je ne sais pas combien de vocaux pour dire que j'étais un enfoiré, comment tu oses dire qu'il faut que je discute avec la personne qui m'a harcelé, c'est mon agresseuse, et j'avais toujours pas les informations, j'avais pas regardé toutes ces stories. Et entre-temps, il y avait encore eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de stories par heure. Ces méthodes-là de partager comme ça, sans aucune interruption, de façon très agressive, avec des propos violents contre moi, c'est la méthode utilisée par le fouachier, qui a pu poster dans les pires moments 40-50 tweets en une demi-journée sur moi pour me dénigrer. C'est pour ça que moi j'avais fait le rapprochement au départ. Et le rapprochement n'est pas si stupide que ça à faire. Donc, ce témoignage, il dit quoi ? Ce témoignage, en soi, il dit « J'ai eu un problème de harcèlement, j'ai attendu de quelqu'un que j'ai considéré comme un pote ou comme un ami, je sais pas comment elle me considérait, qu'il me soutienne comme je l'avais soutenu, il ne m'a pas soutenu. Et de fait, alors j'avais mes raisons, je ne souhaite absolument pas vous les donner en vidéo, parce que je ne pense pas que Mélissa veut que je donne ses raisons en vidéo. Très sincèrement, je pense qu'elle ne veut pas que je parle de ça, ou peut-être qu'elle ne sait pas pourquoi je ne veux pas en parler, mais moi je pense que ce serait très impudique. Et il faudra peut-être qu'on parle de ça dans un autre cadre, malheureusement, parce que le témoignage de Mélissa, bien évidemment, a fait les choux gras de Psio, qui va m'en rajouter. Donc, voilà, ce témoignage a été... Moi, je n'ai pas porté plainte contre Mélissa, mais le témoignage a été rajouté à la plainte, puisque Psio s'en est servi pour extraire un truc, pour me nuire. Donc peut-être qu'il faudra qu'elle s'en explique, et que je m'en expliquerai à ce moment-là, et peut-être qu'elle comprendra aussi mon point de vue. Et en fait, c'est tout. Il n'y avait que ça dans ce témoignage. C'est le fameux témoignage de femme qu'on vous promet depuis 1 an. Je savais que c'était ce témoignage-là. Vous pourrez demander à Roxane de mon Discord. Je lui ai toujours dit, c'est le truc de Mélissa qui va sortir. Je sais très bien. Je sais très bien que c'est ça qu'ils ont en leur possession. Ils ne disent rien sur la nature du témoignage parce qu'ils disent on a des témoignages de femmes contre toi pour que les gens puissent quand même s'imaginer potentiellement que je puisse avoir été un agresseur de femmes ou un violeur, pire, hein, vous comprenez. Hein. Donc ça n'a été volontairement pas dit, je suis convaincu que c'était tout à fait volontaire. Et donc, finalement, il n'y a pas grand-chose pour me cancel. La seule chose que les gens pourraient penser s'ils prennent le témoignage de Mélissa au pied de la lettre, c'est le Fouaillé, c'est pas un très bon ami. Il se trouve que dans la vie, c'est pas tout à fait le cas. Peu importe. Passons ça. Là, on parle de ma vie privée qui est complètement en dehors des réseaux. La démarche qu'entreprennent ces personnes-là, c'est même pas d'attendre que des personnes les contactent pour témoigner. C'est pas ça la démarche. La démarche qu'ils ont, c'est de tout faire pour réussir à trouver des choses qui pourraient conforter leur point de vue. On est dans une démarche qui pour moi est totalement complotiste, à 100%. Et pour que vous compreniez l'impact que ça peut avoir sur la vie d'une personne, pour pouvoir me cancel. Donc, Pouta Critique et Fouachier ont fait tout ce qu'elles ont pu.
Surtout Fouachier. Qu'est-ce qu'elle a fait, Fouachier? Elle s'appelle Panique Morale maintenant sur les réseaux. Elle est allée lire tous les articles de blog que j'ai pu écrire sous mon vrai nom, qu'elle a partagé d'ailleurs, que j'ai pu écrire il y a 4, 5, 6, 7 ans, parce que j'avais un blog où je parlais de ma profession. Tout. La seule chose qu'elle a réussi à en sortir, c'est « Oh, regardez, le Foualier, il parle d'une consultation dans laquelle il a eu un nourrisson. » C'est tout. Alors qu'aujourd'hui, il dit que dans sa profession, il vaut mieux pas trop traiter les nourrissons. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a pu ressortir de ça. Mais elle est allée fouiller tous les articles de blog. Elle est allée lire, c'est quand même incroyable, tout ce que j'ai pu écrire en littérature, parce que je suis pas très doué, en ligne. Et par exemple, j'avais commencé ça, c'était autour du confinement, tous les jours, une nouvelle, c'était un exercice pour moi pour progresser, une nouvelle de 500 mots et 500 mots exacts, d'accord ? Je faisais ça sur Word, tous les jours, pendant 365 jours, une nouvelle qui se passait dans un univers. J'avais imaginé un monde médiéval qui avait connu la guerre pendant 300 ans, la paix est enfin décrétée et les nouvelles commençaient à partir de là. Et j'imaginais ce qui se passait dans 365 nouvelles de 500 mots exactement toutes indépendantes les unes des autres, avec jamais de personnages récurrents. Comment une société qui n'a connu que la guerre vit en période de paix. Et j'avais imaginé une société qui n'arrivait pas à vivre, qui n'arrivait pas à se contenter de la paix. Elle est allée tout lire pour pouvoir retrouver un extrait qu'elle a trouvé ridicule, pour pouvoir dire mais regardez, il parle d'argent, il parle tout le temps d'argent parce que dans cet extrait ça parle d'argent. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas donner d'idées aux gens pour continuer à me harceler. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces gens-là fouillent l'intégralité de ma vie. Personnelle, privée, parce qu'ils contactent des gens, publique, qu'il peut y avoir sur Internet, ma vie professionnelle également. Ils fouillent absolument tout en espérant, en rêvant pouvoir trouver quelque chose qui puisse me cancel. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des révélations toutes pétées. C'est Psyo qui dit, oui mais regardez, dans sa suggestion de recherche, quand il a tapé un truc, il y a un lien de site porno qui est sorti en haut, en espérant que ça aide à me cancel. C'est comme ça que dans une vidéo, je me retrouve à lire un article, je crois que c'était de Libération, dans lequel on lisait les propos d'une femme qui tient des propos sur le wokisme en disant un truc du style, le wokisme, ça va détruire le monde, machin. Et je me dis, quand même, on va arrêter la panique morale. Que ces gens-là fassent une recherche sur l'autrice de cette citation, qui découvre par hasard, qu'elle est sous protection policière parce qu'il y a une menace islamiste qui pèse sur elle, pour pouvoir dire, regardez, il s'est moqué d'une femme qui est menacée par l'islamisme. Ça en vient à prendre... Là, récemment, j'ai publié un tweet sur lequel je critique le titre du Point pour que Psyo vous dise, regardez, il s'en prend maintenant au soutien de Thomas Crépol, alors que ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont prendre l'intégralité, tout ce qu'ils peuvent trouver sur moi. Ils ont fait tous mes réseaux sociaux, ils ont tout remonté, toutes les vidéos que j'ai pu faire, toutes les vidéos sur la chaîne, tous les lives, elle est là. Elle a dit récemment que c'était faux, mais on a des captures d'écran dans lesquelles elle dit moi j'ai plein d'infos sur le Foualier, ça par contre j'ai pas l'info que tu m'as donnée, et pourtant des lives j'en ai pas raté. Voilà. En espérant trouver quelque chose. Donc c'est ça leur méthode. Leur méthode, c'est de retourner ma vie de toutes les façons possibles pour pouvoir trouver des trucs. Et devinez quoi ? Ce qu'ils découvrent, et c'est ce qu'on découvre avec Mélissa, c'est que je ne suis pas un parangon de la vertu. Et je n'ai jamais prétendu l'être avec vous, jamais. Je n'ai jamais prétendu que j'utilisais ce combat pour faire valoir ma morale. Si je lutte de cette façon-là, c'est aussi parce que j'ai quelque chose à me prouver. C'est aussi parce que moi, j'ai toujours eu cette peur. Ma meilleure amie le sait très bien. Je la gonfle quand je pars en boucle dans ces trucs-là. Eva, ça va la faire sourire quand elle va voir cet extrait. Mais j'ai toujours la peur, panique d'être une personne médiocre. J'ai toujours la peur, panique de ne pas être une personne vertueuse. Toujours cette peur. Et c'est pour ça que je m'astreins à me dire, j'essaye d'avoir des actions vertueuses dans la vie parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir me convaincre que je suis quelqu'un de bien. J'essaye de lire des choses parce que j'ai la chance d'avoir vécu dans un milieu qui m'a encouragé à la lecture pour ne pas... parce que j'aurais peur en fait de me dire un jour, voilà, j'ai assez lu, je sais assez de choses. Vous voyez, j'ai peur de cette médiocrité, elle me panique. Et je suis une personne qui ait commis des erreurs. Enfin, voilà, quand Psyo dit, j'ai eu au téléphone une femme que Stéphane a fait pleurer, donc là en l'occurrence c'était Mélissa, qui a pleuré, 2 ans après les événements qui se soient passés, on n'a eu aucun échange direct, mis à part elle, enfin si j'avais posté un truc sur sa chaîne YouTube parce que une mineure menace de se suicider, on la prend en charge, elle lui a quand même envoyé un MP pour dire méfie-toi du Foualier, hein. Elle lui a envoyé un MP pour lui dire ça, et hop, on n'a plus de nouvelles pendant 12 heures, alors qu'elle menaçait de se suicider, je vous raconte pas l'angoisse. Donc j'avais publié un message sous ces vidéos pour dire ça tu arrêtes.
Ça, tu arrêtes parce que là, c'est dangereux. Et sinon, c'était juste elle qui m'a renvoyé encore je ne sais pas combien de vocaux. J'ai dû la rebloquer une énième fois sur Messenger, où elle était encore une fois très vindicative à mon encontre. Et du coup, enfin... Oui, oui, est-ce que j'ai fait pleurer des femmes dans ma vie ? Oui, bah oui, moi j'ai été en couple avec des femmes. Parfois c'est moi qui me suis fait quitter, j'ai eu le cœur brisé. Parfois c'est moi qui ai quitté des personnes, elles ont eu le cœur brisé. Vous voulez trouver des gens que j'ai fait pleurer ? Vous écrivez à mes ex, vous allez en trouver. Mais j'ai mieux que ça. Enfin, je veux dire, si vous voulez tout décontextualiser, bah je sais pas... vous obtenez vous volez les dossiers scolaires de mes étudiantes, vous voyez celles qui ont eu des mauvaises notes dans mes matières. Bah oui, il y en a peut-être qui en sortant ont pleuré parce qu'elles se sont dit ma mère, je suis déçue de moi. Vous pouvez sortir ces choses de leur contexte, dire bah vous voyez, il a fait pleurer des femmes. Et c'est exactement pareil, vous voyez. Donc Mélissa, elle vivait des moments difficiles. C'est une femme qui est très courageuse en plus, Mélissa, hein, qui a vraiment subi des choses assez difficiles dans sa vie, qui a vraiment tenu avec pas mal de dignité. Et puis quand elle a sorti ses stories sur Instagram où elle a dézingué tout le monde, certes les stories étaient à mon avis complètement déplacées, incroyablement injurieuses, etc. C'est manger un retour de bâton de la clique Radfem, enfin vous n'avez pas idée, hein. Enfin c'était probablement supérieur à ce que moi je me suis mangé, parce que n'en déplaise aux deux anciennes de mon Discord qui prétendent que j'aurais inventé que les Radfem m'en veuillent depuis être transphobe, enfin je veux dire tout est sur Twitter, en particulier autour du mois d'avril où j'ai fait les annonces publiques, mars, tout ça, enfin je veux dire c'est de la mauvaise foi quoi. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que elle passe des moments difficiles, elle se plaint de messages complètement absurdes que des mecs envoient qui sont à la frontière de l'agression sexuelle, et je lui envoie, pour son anniversaire, je vous ai montré la capture hier, hein, un truc rigolo en disant bon bah voilà, pour parodier machin, je t'envoie un poème. Et dans le poème, il y a entre autres « Eh mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente ». Voilà. Et Pio choisit, c'est-à-dire que ces gens-là, comprenez bien, n'ont tellement rien sur moi, ils ont tellement rien pour me cancel, qu'il est obligé de se dire... Dans ce poème qui était mignon, qui voulait lui remonter le moral, quoi. Alors peut-être qu'elle l'a pas bien pris à ce moment-là, ça l'avait fait mourir de rire. J'ai retrouvé les captures d'écran, j'ai retrouvé ses commentaires, donc j'espère que je vais pas en arriver là. Et je pense pas que Mélissa n'est pas une menteuse, donc je pense pas que Mélissa va oser dire que ce truc l'avait choqué ou quoi que ce soit, parce que non, elle était absolument morte de rire. Mais j'ai les captures d'écran, donc je les montrerai si nécessaire. Il faut que je les montre, je les montrerai. Et du coup, sortir ce truc-là pour dire regardez, j'ai eu une femme au téléphone en larmes. Et il envoie, viens faire un tour sous ma charpente. Vous comprenez en fait, ça vous fait, dans votre tête, vous allez faire la connexion, bien sûr, vous allez vous dire, ah bah merde, il envoie des trucs comme ça, le fou allié, c'est quand même chaud quoi. Ça c'est quand même chaud, et du coup ça met des femmes mal à l'aise. Alors que ce mec-là, il prétend lutter contre le sexisme quoi. Hein. Et donc, on est pour moi dans de la pensée, de la démarche complotiste à mon encontre. Ils n'ont rien, d'accord ? Ils n'ont rien parce qu'il n'y a rien de grave à trouver dans ma vie. Je vous le dis, il n'y a rien de grave à trouver dans ma vie. Rien de grave, vous n'allez rien trouver de grave, vous allez trouver des choses avec lesquelles vous serez en désaccord, c'est une évidence. Il y a des choses que j'ai faites dans la vie dont je suis absolument pas fier, c'est une absolue évidence. Il y a des moments dans ma vie où j'aurais pu me comporter de façon vertueuse et où j'ai pris le choix, je sais pas, de la colère, le choix de la facilité, j'ai démissionné alors que j'aurais pu un peu serrer les dents. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de moments où on pourrait dire bon bah voilà, le fou allié c'est pas un paragon de la vertu, mais spoiler alerte, je ne suis pas un paragon de la vertu, je l'ai jamais prétendu. Et c'est pas du tout mon objectif. Moi j'ai un truc à me prouver à moi et à moi seul. Il y a un truc avec mon histoire familiale par rapport à ça, et il se trouve qu'effectivement j'ai besoin de me prouver que je suis quelqu'un de bien, j'ai besoin de me prouver que je suis quelqu'un qui essaye, j'ai besoin de me trouver, vous voyez ce que je veux dire, j'ai besoin de me prouver que j'essaye de faire preuve de vertu, voilà. Mais j'ai jamais dit que j'étais irréprochable. Et si c'est ça que vous découvrez, et si c'est ça qui fait que vous êtes déçu de moi, bah là il y a peut-être aussi un problème dans les rapports qu'on peut entretenir avec les vidéastes qu'on regarde en ligne, en fait. Il y a peut-être un problème dans les rapports qu'on entretient avec ces personnes-là où on leur prêterait finalement des qualités morales en fonction de nos accords ou de nos désaccords avec leurs propos, ce qui est un problème, parce que quelqu'un peut tenir des propos qui vous semblent parfaitement déplacés et être absolument adorables dans la vie, et l'inverse est tout à fait possible. Moi, je vous donnerai toujours l'exemple de Maudin Malin. Maudin Malin, c'est un type qui ne pourrait pas être plus à l'opposé que moi de l'échiquier politique, c'est à l'évidence. Et je n'ai même pas peur d'utiliser des termes un peu durs. C'est un ennemi politique, Maudin Malin. Un vrai ennemi politique. Mais à chaque fois que je fais une vidéo sur Maudin Malin, il m'envoie un petit message pour me dire « Ok, bien joué, tu vois. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour créer du débat. Donc quand je fais une vidéo, sens-toi libre effectivement de l'utiliser pour me parler. » Ok. Respect.
respect, sincèrement. Et de la même façon, moi, j'emmerde pas les gens qui utilisent mes extraits vidéo. Vous n'êtes peut-être pas au courant parce que ce sont des toutes petites chaînes, mais en général, ils me les envoient pour que j'y réagisse. Il y a énormément de jeunes vidéastes qui essayent de faire du psio, qui essayent de faire du Cro-Blanc, qui parlent de moi. Je suis une de leurs cibles. Ils m'aiment bien. Voilà, ils aiment bien aller me taquiner. Bref. Toutes petites vidéos, je les mets pas en avant parce qu'elles font 30, 40, 50 vues, etc. Mais il n'y a pas de problème. Et je m'en fiche, quoi. Tant que la personne ne me menace pas, tant qu'elle m'envoie pas une communauté et que ça aboutit à de la menace de mort dans ma vie personnelle, ça c'est un truc dont je vous ai pas parlé, mais je n'en parlerai qu'au tribunal. Les conséquences de la vidéo de 5h40 de Psio sur ma vie personnelle et professionnelle, elles sont dures, quoi. Elles sont dures. Il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a vraiment pas beaucoup de personnes, je vous dis, qui se diraient je continue sur Internet après ça. Voilà, et d'ailleurs, j'ai eu besoin de prendre une pause. Et donc moi j'en ai gros sur le cœur par rapport à tout ça. J'en ai vraiment gros sur le cœur parce que d'un côté, je suis rassuré parce qu'ils m'ont fait douter. C'est qu'on m'a fait douter pendant un temps. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être moi le problème, quoi. Et puis après, quand j'ai vu le témoignage de Mélissa sortir, je me suis dit, ok, en fait, c'est de ça dont il parle effectivement depuis un moment. Après, je le savais parce que je savais que Mélissa avait été en contact avec Pouta Critique, etc. Mais vous comprenez à quel point on en est. Et on en est à un point où on me propose très gentiment de co-signer une tribune. Je vous en ai très brièvement parlé de ça, mais pas beaucoup en vidéo. On me propose très gentiment de co-signer une tribune qui milite pour améliorer la visibilité des femmes dans les milieux scientifiques. Je le co-signe. Fouaché Pouta Critique voit ma signature et contacte l'association pour envoyer un mail extrêmement diffamant dans lequel il n'y a rien, parce qu'elles n'ont rien sur moi, juste pour dire que je suis un raciste, juste pour dire que je suis un islamophobe, juste pour dire que j'ai des problèmes avec les femmes, que je veux faire taire des femmes parce qu'elles sont racisées, etc. Et vous vous dites, mais on en est là en fait, c'est-à-dire qu'elles en sont à se dire... Il faut qu'on trouve une solution pour que ce mec-là soit abandonné de tout le monde. On en est à un point où, quand Pouta Critique voit une de ses vidéos censurées ou je ne sais quoi sur YouTube, qu'elles affirment sans sourciller que j'en suis responsable. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Pareil pour la cagnotte de l'irréductible athée. D'ailleurs, qui a été réouverte. Tiens donc. Elle a été réouverte récemment, mais j'ai pas d'excuses. Hein. Enfin. Bon. Du coup, en fait, si vous voulez du sang, mais c'est pour ça qu'en fait ces dramas font chier tout le monde, c'est pour ça que les vidéos aussi bident un peu des gens qui travaillent sur moi, parce que vous n'avez rien à vous mettre sur la dent de vraiment concret, quoi. Alors oui, le témoignage de Mélissa pourrait, à vos yeux, vous faire dire, bah ce coup-là, il n'a pas été un bon ami. C'est vrai, ok, peut-être. Peut-être que j'ai pas été un bon ami, peut-être que j'aurais dû faire mieux à ce moment-là. J'avais mes raisons, encore une fois. J'espère que j'aurais pas besoin de vous en parler publiquement, je le souhaite très sincèrement. Vraiment, j'avais raison parce que les gens se sont inquiétés pour Mélissa et ils se sont inquiétés pour une deuxième personne qui vivait chez Mélissa, qui vit peut-être encore chez Mélissa d'ailleurs. Et il y a eu, du coup, des choses qui se sont passées qui ont beaucoup heurté Mélissa par la suite, mais qui étaient à mes yeux normales. Ça, elle vous en a pas parlé dans le document. Et je suis désolé d'être très flou par rapport à ça. C'est normal que je sois flou. Je veux être flou parce que je veux pas jeter la moindre opprobre sur elle. Faut pas jeter la moindre opprobre. Mais le fait est que, bon, bah voilà, elle sait très bien à qui elle s'adresse quand elle se dit de gauche et qu'elle va contacter Psiodélique, dont elle sait pertinemment en fait ce qu'elle me fait, qu'elle explique qu'avec Pouta Critique c'était courtois, machin. Bon, bah, on a compris. En fait, on a compris. Tu veux participer, tu veux apporter ce qu'elle cherche depuis le début. Et malheureusement, tu l'auras pas apporté. Je sais très bien que ton témoignage, il va être lu sur Internet, probablement par Psio, probablement. Je sais pas s'il va tout lire, je sais pas s'il va couper des choses. Je sais pas ce qu'il va faire de ce témoignage-là. Mais bon, bah voilà, encore une fois, sans trop que je comprenne pourquoi, ces personnes sont à l'affût de tout ce qui est possible de sortir sur moi, quitte à déformer la totalité des faits. Vous voyez, quand Psio a remis l'extrait vidéo en disant « Regardez, il s'est moqué d'une personne qui menaçait, qui disait qu'il allait se suicider », et dans l'extrait, je dis juste « Il fait du storytelling ». En fait, il aimerait me faire passer pour quelqu'un qui se moque, mais il sait que je ne le suis pas. Mais il essaye, parce qu'il aimerait trouver un truc pour vous prouver que je suis quelqu'un de mauvais. Et moi, quand je parle de mon état dépressif, il a fait du chantage au suicide. Vous vous rendez compte ? Du chantage au suicide. Et ce truc a été même repris par des anciennes de mon Discord, dont on a dû se séparer parce qu'il y a eu des problèmes avec ma modération. Moi, mon Discord, j'y suis plus du tout depuis je ne sais pas combien de temps. Ça me manque. Enfin... Tout est bon en fait, tout est bon. Donc voilà, vous n'aurez pas de grande révélation. Continuez à suivre ces trucs-là si vous voulez. Moi j'ai pas de problème, arrêtez de me les envoyer s'il vous plaît. Arrêtez de me les envoyer, on a assez comme ça, on a largement assez. Ok ? J'ai assez pour pouvoir me défendre extrêmement solidement au tribunal.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Donc voilà. C'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile. En plus de ça, dans les périodes où je vais manquer de sommeil, tout ça va... Là, aujourd'hui, je manque de sommeil, par exemple. Tout ça va avoir un impact émotionnel très fort sur moi. Dans les moments où j'arrive à dormir, quand les médicaments fonctionnent bien, ça me fait plutôt rire. Mais vous dire qu'en fait, vous avez des personnes qui vont absolument tout fouiller dans votre vie en permanence, contacter tous les gens qui vont pouvoir contacter dans votre vie, en espérant pouvoir trouver un truc, qui vont pouvoir dire « Ah, je le savais depuis le début », c'est anxiogène. C'est anxiogène. Ça me prive de beaucoup de choses, vous savez, ça me prive de beaucoup d'interactions en ligne. Ça me prive de commenter, de répondre aux commentaires sur mes vidéos. Parfois je le fais et la plupart du temps je le fais plus. Ça m'empêche de communiquer avec les gens de mon Discord. Ça m'empêche de partager des projets en ligne, des projets d'écriture en ce moment. Je peux pas le faire. J'ai peur de le faire parce que j'ai peur que du coup elles utilisent des éléments à l'intérieur pour le retourner contre moi. Elles m'ont menotté en fait, Putacritique et Fou à chier. Et Psio, en leur donnant cette caisse de résonance, fait partie de ça. Parce que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais partager va être analysé en essayant de me nuire. Tout. Comme vous avez pu le constater, mais j'ai tellement d'exemples. Psio le fait tellement souvent avec moi. Il fait tellement souvent avec moi. Dire que je fais du chantage au suicide, mais c'est honteux. C'est honteux d'avoir dit ça, vraiment. C'est honteux. Vous voyez, prendre un poème rigolo que j'écris pour remonter le moral à quelqu'un, pour dire, regardez, il envoie à des femmes, « Hey, mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente », et elles sont du coup en larmes. Enfin, je veux dire, ils sont obligés de construire des trucs, quoi. Voilà, ils sont obligés de créer des trucs de toutes pièces, voilà. Ça me fait un peu de bien, en fait, de pouvoir parler un peu à cœur ouvert de ça. Je vais en parler un peu à mon Discord aujourd'hui. Je leur ai demandé de pouvoir leur en parler. Je veux pouvoir leur en parler aussi, parce que ça fait trop longtemps que je les ignore complètement. Parce que ça me crée beaucoup d'anxiété, et ils méritent pas ça avec toute l'aide qu'ils m'apportent. Et l'aide qu'ils apportent aux femmes qui viennent chercher de l'aide sur ce Discord, parce que c'est elles qui les réorientent, qui les écoutent, qui les aident. Elles sont incroyables, je les aime fort, quoi. Et il faudrait peut-être que je reconnecte un peu avec elles. Voilà. J'espère que la première partie sur Depardieu vous a intéressé. Faut soutenir à tout prix Charlotte Arnoux. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on parle d'elle. Faut soutenir Hélène Darras maintenant. Et puis voilà. Les idoles tombent, et parfois elles tombent pour de bonnes raisons, et tant mieux. Allez, passez un bon dimanche. Je vais me reposer un petit peu, moi. Salut.